C'est vrai que c'est un événement assez exceptionnel qui est finalement significatif, je crois, d'une évolution profonde des institutions françaises et de la France dans son regard sur les Juifs. Et là, on va rendre hommage à des Français, mais qui sont aussi pour la plupart des Israéliens. Et cette double allégeance qu'on a souvent reprochée aux Juifs et qui était d'ailleurs un argument des antisémites, elle est aujourd'hui reconnue. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Taubman. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, on a le plaisir de vous avoir en Zoom cette fois-ci. Et c'est important parce qu'on a beaucoup de dossiers à essayer de comprendre avec vous. On voudrait que vous nous éclairiez sur plusieurs sujets. Le premier, bien entendu, c'est ce qui va se passer aujourd'hui à l'Hôtel des Invalides à Paris. Cet hommage national de la France pour les victimes des massacres du 7 octobre, les victimes franco-israéliennes des massacres du 7 octobre. Il faut avouer, c'est quand même une démarche assez inhabituelle de la part du président français. Il n'y a pas d'autres pays, par exemple les Américains n'ont pas fait la même initiative, aucun autre pays n'a pris une telle initiative. Comment vous l'interprétez ? Alors écoutez, un certain nombre de personnes ont critiqué le fait que ça intervienne trop tard. Bon, finalement, ça intervient 4 mois après. Je pense que l'essentiel, c'est que l'événement ait lieu. C'est vrai que c'est un événement assez exceptionnel. Qui est finalement significatif, je crois, d'une évolution profonde des institutions françaises et de la France dans son regard sur les Juifs. Vous savez que depuis la Révolution, le dogme français, c'est tous les droits pour les Juifs en tant qu'individus, aucun droit pour les Juifs en tant que nation. Et là, on a progressivement, depuis une vingtaine d'années, avec Sarkozy, avec Hollande, puis avec Macron, reconnu le lien profond entre les Juifs du monde entier, mais les Juifs de France et la terre d'Israël. Et là, on va rendre hommage à des Français, mais qui sont aussi pour la plupart des Israéliens. Et cette double allégeance qu'on a souvent reprochée aux Juifs, et qui était d'ailleurs un argument des antisémites, elle est aujourd'hui reconnue. C'est-à-dire qu'on trouve normal de rendre hommage à des citoyens français qui sont aussi israéliens pour des événements épouvantables, horribles, qui se sont produits loin de la France, mais qui sont intégrés à l'histoire de la France et de l'antisémitisme. C'est ça qui est assez intéressant, puisque Emmanuel Macron inscrit cet événement non pas dans le cadre du conflit proche-oriental, d'un conflit lointain, qui serait étranger à la France, mais dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme. Donc c'est évidemment une évolution très importante. C'est lui qui a pris l'initiative ou il s'est fait... Enfin, il a répondu à des pressions de la part peut-être de la communauté juive ou la part peut-être d'autres... Il y a eu des discussions, des débats, etc. Hein. Mais c'est vrai que personne en tout cas parmi les gens responsables, ne dit ça ne nous concerne pas, ils sont morts en Israël, voilà. À part la tonalité de certains membres de la France insoumise, personne ne remet en cause, même d'ailleurs les gens de la France insoumise veulent y participer, mais personne ne remet en cause le fait que cet événement qui s'est produit à la bordure de Gaza est un événement qui concerne profondément le peuple français. Alors il faut souligner qu'il y aura aussi apparemment un autre événement pour les victimes françaises des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Oui, écoutez, alors je sais que ça peut choquer certaines personnes, oui. Mais je pense que ce qui est important, c'est que ça n'ait pas lieu au même moment. Oui. Ce que demandait la France insoumise, qui vraiment sur ce dossier a une tonalité très très particulière, ce que demandait la France insoumise, c'est qu'on mette sur le même plan, le même jour, les victimes des bombardements, les victimes françaises, franco-palestiniennes ou françaises, qui s'étaient engagées auprès des Palestiniens, ou des humanitaires d'ailleurs, qui sont morts sous des bombardements israéliens, et les victimes du 7 octobre. Et ça aurait été nier la singularité des massacres du 7 octobre. Et je pense que la décision des autorités françaises, elle est juste. C'est-à-dire qu'il est normal aussi qu'un hommage soit rendu à des Français, dont certains peut-être sont engagés aux côtés d'organisations terroristes, mais dont d'autres sont tout simplement des humanitaires, peut-être des médecins, vous voyez. Et donc il est normal que cet hommage ait lieu plus tard, et pas au même moment, et je pense que ça n'aura pas la même solennité, parce que la singularité de l'événement du 7 octobre, comme la singularité de la Shoah, même si ce sont deux événements différents, elle est reconnue en France. Et je voudrais dire une chose par rapport à la France. La France et l'Allemagne sont les pays
finalement, où il y a le moins de manifestations pro-palestiniennes et où les manifestations pro-palestiniennes sont les moins virulentes, contrairement à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, Oui. à l'Australie. Et je crois qu'il y a une différence entre la France, l'Allemagne et les pays que je viens de citer, c'est que la France et l'Allemagne considèrent avoir une responsabilité dans la Shoah. L'Allemagne, une responsabilité directe, mais la France, une responsabilité indirecte. Et il y a eu tout un travail qui a été fait depuis les années 70 jusqu'au procès Papon, l'affaire Bousquet, etc., pour la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la Shoah entre 1940 et 1944. Et je pense que c'est aussi le fruit de ça. On fait un lien direct. On fait un lien direct. Les Américains, les Juifs, ce sont des gens qui sont en Israël et qui bombardent les Palestiniens. Pour beaucoup de Français, alors surtout dans les générations plus anciennes, les Juifs, ce sont d'abord des gens qui ont été persécutés. Et puis la tonalité, je pense, macronienne, c'est aussi d'inscrire le judaïsme dans l'histoire de la France. Il y avait des synagogues en France au Moyen-Âge, il y avait le penseur Rachi à Troyes, et vous savez, il y a des gens qui ont critiqué l'allumage des bougies de Hanouka à l'Élysée, mais je pense que c'était pas une maladresse du grand rabbin de France, c'était la preuve aussi de la complicité entre le grand rabbin et le président Macron, qui ont tous les deux un peu la même conception d'une laïcité ouverte, d'une laïcité qui ne soit pas anti-religieuse, comme celle qui domine aujourd'hui en France, mais qui soit ouverte à la spiritualité. Et c'est aussi la volonté d'inscrire le judaïsme pas seulement comme un soutien à Israël, mais aussi les Juifs font partie de la culture française, de la spiritualité française, et c'est aussi cette volonté d'inscrire le judaïsme dans ce qu'il est, c'est-à-dire constitutif de la nation française et de la pensée française. Oui, c'est très intéressant effectivement cette perception. En tout cas, c'est effectivement donc un événement, on va dire inédit et sans précédent donc dans l'histoire, on va dire des relations entre Israël et la France, qui ont été des relations extrêmement chaleureuses et qui sont des relations plutôt chaotiques, on va dire ces 50 dernières années. Même si aujourd'hui effectivement, donc on le voit, il y a une initiative donc extrêmement émouvante. Je vais rajouter une chose. En France, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a tant de contradictions, tant de choses chaotiques. Le judaïsme est une religion. Ce n'est pas un peuple, c'est une religion. Et donc, le premier qui a parlé de juifs comme appartenant à un peuple, en fait, c'est le général de Gaulle, lors de sa conférence de presse de 1967, où il a parlé d'un peuple d'élite sûr de lui et dominateur, qui est revenu sur sa terre, qu'il avait quitté il y a 2000 ans, etc. Mais d'une certaine manière, c'était un élément d'exclusion des Juifs de la communauté nationale, mais aussi un élément de prise de conscience identitaire des Juifs de France, qui souvent étaient très assimilés à la communauté française, à la nation française, et qui d'ailleurs après la Shoah avaient voulu encore plus s'assimiler, et qui ont pris conscience de leur identité et de cette double identité, car la plupart des Juifs, 80 ou 90% des Juifs en France, se sentent à la fois français et à la fois totalement solidaires du destin d'Israël, soit en prenant la nationalité, soit même quand ils n'ont pas la nationalité, beaucoup d'entre eux ont de la famille. Et donc cet événement du 7 octobre a été ressenti comme un événement aussi français. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre sujet qui vous est propre, puisque vous avez interrogé ces dernières semaines Mohamed Dahlan. Mohamed Dahlan, pour nos auditeurs, il faut le rappeler, c'était un des leaders, on va dire, de l'autorité palestinienne de l'époque d'Oslo, un des responsables de la sécurité dans la bande de Gaza, avant qu'il ne soit banni par Mahmoud Abbas, qui craignait qu'il ne lui vole lui dérobe le pouvoir d'une certaine manière, et qui aujourd'hui est un des conseillers les plus proches des patrons du président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, qui est très proche de l'Arabie Saoudite, et qui est pressenti, on va dire dans certains cas de figure, comme un potentiel leader de la bande de Gaza de l'après-guerre. Alors, vous l'avez interrogé pour la revue Politique Internationale. C'est un interview assez passionnant. Je voudrais avoir votre impression sur Dahlan, parce que les informations, il y en a eu au cours des 4 derniers mois, sur le fait qu'il pourrait effectivement reprendre le pouvoir, ou en tout cas de facto promouvoir un gouvernement de technocrates
dans la bande de Gaza avant que lui-même ne s'installe au pouvoir. Est-ce que finalement il répond favorablement? On a l'impression qu'il repousse, lui, qu'il veut plus revenir en politique, mais en fait c'est une réponse, on va dire, peut-être diplomatique de sa part. Oui, vous êtes assez expérimenté pour savoir lire entre les lignes. Alors c'est vrai que cette interview de Darlan, j'en suis satisfait, j'en suis content parce que c'était long à obtenir. D'abord, je précise pour les auditeurs que je fais ça en tant que journaliste, c'est que quand on interviewe quelqu'un, on n'adhère pas forcément à ses idées, oui. Et je n'adhère pas, loin de là, aux idées de Mohamed Darlan. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans 90% de langue de bois palestinienne, de dénonciation d'Israël, des crimes d'Israël, etc., il y a un certain nombre de petits cailloux qui sont semés par Mohamed Darlan et qui sont des indications. D'une part, par rapport au 7 octobre, Mohamed Darlan dit que le 7 octobre a été une catastrophe pour tout le monde, les Israéliens et les Palestiniens, et qu'il condamne toutes les victimes civiles, quelles qu'elles soient. Alors évidemment, on aurait préféré qu'ils disent qu'ils condamnent le 7 octobre, etc., mais uniquement le massacre des Juifs. Mais il y a cette manière de dire les choses, pour un leader palestinien, qui est assez originale. Ensuite, il y a une position qui est très claire sur les otages. Il dit qu'il est contre, alors là, il est très ferme, contre la prise d'otages civils, que c'est moralement condamnable et que c'est contraire à la cause palestinienne. Alors ça, c'est intéressant parce que je n'ai pas à vous rappeler qu'en ce moment, on négocie, on est en train de négocier un échange d'otages civils contre des prisonniers palestiniens. Et lui, il dit que les otages, qu'on peut prendre en otage des soldats israéliens pour les échanger contre des prisonniers palestiniens, mais pas du tout des otages civils. Ensuite, son insistance sur la démocratie, et ça, c'est pas simplement des paroles, puisqu'il s'était heurté à Arafat en 2001 sur la question de la corruption et de la démocratie à l'intérieur de l'autorité palestinienne, et aussi à Mahmoud Abbas après en 2007. Et donc, je pense que c'est un homme qui dit clairement qu'il veut instaurer dans un futur État palestinien, dans un premier temps à Gaza, une vraie démocratie, un État de droit, une constitution, etc. Alors, il le dit, je ne sais pas s'il le fera, mais en tout cas, c'est important. Et enfin, le plus important, c'est la question des accords d'Abraham. Et c'est ça peut-être qui fait sa singularité, c'est qu'il dit, d'abord, il n'émet aucune critique contre les pays signataires des accords d'Abraham, alors que l'autorité palestinienne avait considéré les accords d'Abraham comme une trahison, et qu'il dit que la paix avec les Israéliens, entre les Palestiniens et les Israéliens, et la normalisation avec l'Arabie Saoudite sont comme deux frères siamois, indissociables. Et donc, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que de par sa situation, il est aux Émirats Arabes Unis, voilà. Il a participé à la rédaction des accords d'Abraham. Il est l'homme qui peut faire le lien entre les accords d'Oslo et les accords d'Abraham, c'est-à-dire intégrer, il est l'homme qui pourrait éventuellement jouer un rôle pour intégrer la question palestinienne dans les accords d'Abraham, c'est-à-dire dans le cadre d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. On sait que les Saoudiens exigent, en échange de la normalisation, qu'il y ait, sinon un État palestinien, en tout cas un processus permettant d'autonomie palestinienne. Et s'il y a un homme qui peut participer dans un premier temps à la reconstruction de Gaza et ensuite d'ensemble palestinien, avec des capitaux saoudiens, des capitaux émiratis, peut-être avec, je lui posais la question, avec une force d'interposition qui serait américaine et arabe, saoudien, émiratis, s'il y a des pays qui ne sont pas en guerre avec Israël, dont certains ont signé, on l'a reconnu, donc d'autres, l'Arabie Saoudite pourrait reconnaître, il est l'homme de cette situation. Et je voudrais dire une chose par rapport à Barghouti. Oui. On compare souvent Darlan et Barghouti comme potentiels successeurs de Mahmoud Abbas. Il y a une différence importante entre Barghouti et Darlan, c'est que Barghouti a du sang juif sur les mains. Alors, Barghouti est en prison depuis 20 ans, il est accusé de nombreux meurtres, de nombreux attentats. Alors, il dit que c'est pas vrai, mais il a été condamné. Alors que Darlan, lui, c'est quelqu'un qui s'est contenté, en tant que chef des jeunes du Fatah, pendant la première intifada, de jeter des pierres sur Israël. C'est-à-dire que son rapport à Israël n'est pas le même que celui de Barghouti. Darlan n'a jamais participé à un attentat contre des civils, et il a consacré, après l'essentiel de sa vie adulte, à participer aux accords d'Oslo, à gérer la bande de Gaza d'un point de vue sécuritaire, avec plus ou moins de succès, puisque finalement le Hamas l'a emporté, à coopérer avec les Israéliens, et c'est évidemment dans le cadre de cette autorité palestinienne rénovée que souhaitent les Américains, c'est un homme qui pourrait jouer un rôle. Alors, ce qui est curieux, mais pas tant que ça, c'est qu'il commence par, je pose la question, est-ce que vous aspirez à prendre la tête d'une autorité palestinienne rénovée? Il dit non,
Mais je vais vous dire, à sa place, s'il avait dit oui, Ouais. il se grillait complètement. Donc, Oui. tant qu'il n'est pas revenu à Gaza, pour l'instant, il est loin. Il est aux Émirats Arabes Unis. Tant qu'il ne peut pas revenir, je pense qu'il ne dévoilera pas ses ambitions. Mais il joue un rôle en coulisses. Il joue un rôle aussi même matériel dans l'aide aux gens de Gaza, puisque avec sa femme, il dirige une fondation qui fait partie des fondations qui apportent de l'aide humanitaire et des ravitaillements aux gens de Gaza. Et il a gardé, c'est un enfant de Khan Younes, hein, c'est Oui, un oui, c'est enfant un de enfant Gaza. Khan Younes. Il a de la famille là-bas, il le dit dans l'interview, et il a gardé un certain prestige. Après, l'avenir, franchement, je n'en sais rien, et vous non plus d'ailleurs. Alors oui, on peut donc inviter nos auditeurs à consulter cette interview sur la rue de politique internationale. Je voudrais encore un mot avant que... Sur Internet, en fait. On peut sur Internet aussi, on peut la Internet. trouver sur Internet. Avant qu'on se sépare, une question concernant le nord du pays. Hein. On parle ces derniers jours d'un possible accord. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, sous l'impulsion de gens comme Amos Hochstein, qui est le conseiller spécial du président Biden pour le Liban, on va dire au moins, et à travers aussi la volonté de la France, on peut peut-être parvenir à éviter un embrasement général dans le Nord et que on se dirige vers une sorte d'apaisement dans les prochaines semaines? Écoutez, franchement, je suis assez partagé, parce que on voit très bien que les Français, les Américains mettent tout pour leur poids dans la balance. Ils viennent, Anthony Blinken est là, le ministre français des Affaires étrangères était là aussi. En même temps, du côté iranien, pour l'instant, la situation n'est pas mauvaise, parce que sans s'engager directement, les Iraniens ont déstabilisé le Moyen-Orient. Je ne parle pas seulement à travers cette opération du 7 octobre contre Israël, mais surtout à travers l'opération des Houthis. Hein, car les Houthis ont quand même, les attaques des rebelles Houthis contre la navigation internationale ont mis en cause une liberté essentielle, qui est la liberté de commerce et la liberté de naviguer. Et la dissuasion américaine ne marche pas, et je le regrette, hein, mais la dissuasion américaine ne marche pas. Et quant au Hezbollah, on dit le Hezbollah ne veut pas la guerre, le Hezbollah ne veut pas la guerre, mais toutes les conditions sont réunies pour qu'à un moment donné, on ait une explosion. Car ça, c'est une chose que je ne cesse de répéter. Israël ne peut pas accepter. Israël peut tout faire pour éviter la guerre au nord, il y a déjà la guerre au sud, mais en même temps, aucun pays ne peut accepter que 70 000 de ses citoyens soient depuis 4 mois dans l'impossibilité de vivre dans leur maison, et même depuis avant. Donc là, à un moment donné, s'il n'y a pas une solution très claire, les armes vont parler. Et quand on a, de toute façon, quand on a deux forces militaires, celle du Hezbollah, et qui est une vraie force militaire, qui est une vraie armée, avec des outils modernes, hein, c'est pas des outils technologiques modernes, face à l'armée israélienne, quand on a deux forces militaires face à face, eh bien, le risque de dérapage et le risque de basculer dans la guerre, il est quotidien. Au moindre, je veux dire, au moindre, un incident grave peut déclencher forcément une riposte qui serait justifiée de la part d'Israël. Donc, on est quand même sur un baril de poudre. Et les Iraniens jouent sur plusieurs tableaux. Mais ce qui apparaît quand même aujourd'hui, c'est la puissance des Iraniens qui ont fait oublier la course à la bombe atomique. Ils sont aujourd'hui au seuil du nucléaire. Plus de négociations et plus aucun plan de dissuasion militaire, plus aucun plan d'intervention qui permettrait à l'Iran de ne pas avoir la bombe. L'Iran est devenu la puissance maîtresse du jeu au Moyen-Orient, et pas seulement sur le plan militaire en déstabilisant, mais aussi sur le plan diplomatique, en rétablissant des liens avec l'Arabie Saoudite, avec les pays du Golfe. Donc on est dans une situation qui paraît favorable aux Iraniens. Leur seul talon d'Achille, et c'est important, c'est la question intérieure. C'est un régime toujours très impopulaire. Et très impopulaire, 75% des Iraniens, selon des sondages fiables, refusent ce régime et voudraient un régime plus démocratique, laïque, en tout cas ne veulent plus de ce régime. Et les Iraniens ne voient pas d'un bon œil, c'est le moins qu'on puisse dire, le fait que, alors que leurs assiettes sont quasiment vides, on dépense de l'argent pour faire la guerre dans le Golfe, pour embêter la mer Rouge, pour aider le Hezbollah, pour aider les Houthis. Donc c'est le talon d'Achille, c'est celui-là. Et quel pourrait être l'effet d'une aggravation de la situation, c'est-à-dire d'un conflit plus ouvert avec le Hezbollah, voire avec l'Iran? Est-ce que ça renforcerait le régime ou est-ce que ça l'affaiblirait? Je pense que ça pourrait, en cas de défaite, ou en tout cas de camouflet, ou d'une initiative américaine qui ridiculiserait le régime iranien,
ça pourrait le déstabiliser, l'affaiblir. Mais on est quand même devant beaucoup d'incertitudes pour l'avenir. Eh bien, Michel Tomban, merci beaucoup d'avoir accepté d'aborder tous ces sujets ce matin. Donc, avec nous, passez une agréable journée. À bientôt. Shalom, merci beaucoup. Merci, au revoir.